Et bonsoir les amis, bonsoir pour ce rendez-vous désormais hebdomadaire, hein. Le rendez-vous du samedi soir, 19 heures en clair, sur ma chaîne Instagram UFO 2020. Et c'est déjà le 4e épisode. Ça fait une semaine déjà, oui, le temps semble long mes amis. Le temps semble long pendant cette période d'assignation à résidence. Et c'est pas pour ça qu'il faut s'endormir. Alors, comme d'habitude, je vous ai sélectionné un extrait de film. Pour moi, c'est un des derniers grands films que j'ai vus au cinéma. Je vais assez rarement au cinéma. Je trouve que la production cinématographique est à la baisse. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et qui aborde en fait des sujets dont on va parler avec mon partenaire Nicolas Augusto. Je vous fais le pitch du film, peut-être que vous le reconnaîtrez. Notre temps sur Terre arrivant à sa fin, un groupe d'explorateurs entreprend la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité. 2 points. Voyager au-delà de la galaxie afin de déterminer si l'homme peut coloniser les étoiles. C'est un film de Christopher Nolan. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Phase d'allumage moteur principal H-10. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. 9, Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps? 8, Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. 7, Murphy, il faut que tu me parles. 6, Il faut qu'on règle ça avant que je parte. Tu sais même pas quand tu reviendras. 5, allumage moteur principal. Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde. Non, 4, quand tu deviens parent, 3, il y a une chose qui te paraît très claire. 2, Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité. 1. Je reviendrai. Mais quand? Je t'aime pour toujours. Des mondes habitables, totalement à notre portée. On échapperait à l'extinction. C'est parti. Tu ne peux pas penser qu'à ta famille, tu dois penser plus grand que cela. Je pense à ma famille et à des millions d'autres. Peut-être qu'on a passé trop de temps à essayer de régler tout ça au moyen de théories. Seul l'amour transcende le temps et l'espace. N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieillage doit gronder, tempêter au déclin du jour. Hurler, hurler contre la mort de la lumière. Je vais pas m'en sortir! Si, tu verras. On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Ah, je vais inverser la caméra, sinon tu ne me vois pas. Voilà, voilà. C'est mieux. Alors, attends, je prends mes marques parce que là, je suis dans une nouvelle place. Tu vois, je t'accueille dans mon studio en fait de musique, voilà. Et donc tu vois, c'est pas très meublé pour l'instant. Donc il faut que je prenne mes marques, voilà. C'est super, c'est super. Comment ça va? Comment ça va, Nicolas? Écoute, ça va pas mal. Semaine, une de plus dans cet état sociétal. Mais après, voilà, moi, je suis assez occupé avec toujours des projets, toujours en train d'écrire. Donc, ça va. Pour moi, j'ai envie de te dire que c'est même presque un avantage d'être obligé d'être confiné. J'aime bien le mot que tu utilises avec assignation à domicile. Ouais. Je trouve que c'est plutôt juste, en tout cas au regard de ce qui est en train de se passer depuis 15 jours. Je pense qu'on va en parler vite fait, mais la situation est quand même assez dramatique de façon générale.
Juste un petit mot sur le film, et on reviendra sur cette Ouais, position, position sociétale avant d'attaquer tout à notre fait. sujet. Est-ce que tu partages mon avis concernant Interstellar? Tu le considères comme un grand film? Ouais, tout à fait. Je crois que, Ouais. bon, après, quand on est fan de Christopher Nolan, du moins de son travail, de tes frères, parce que c'est vraiment les frères Nolan, hein, il n'est pas tout seul, il est toujours avec son frère, soit à l'écriture, soit à la réa. Et tout ce qu'ils ont fait, à mon sens, pour moi, c'est un peu les derniers grands chefs-d'œuvre du cinéma américain. Même si je regarde, moi, personnellement, vraiment beaucoup moins le cinéma américain depuis 10 ans, je suis plus tourné vers l'Asie où je trouve qu'on a un cinéma beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, plus intéressant, mieux écrit. Là où le cinéma hollywoodien est en train un petit peu de patauger, je trouve en tout cas que les productions de Nolan sont des chefs-d'œuvre. Hein. Alors, concernant ce film, je ne sais pas si tu étais au courant pour la faisabilité, notamment la véracité du scénario. Oui, Apparemment, les frères Nolan se sont entourés d'une équipe de la NASA. Tu es au courant de ouais. ça? Oui, oui. Alors, plein de scientifiques en fait dans les domaines quantiques, dans le voyage dans le temps, le voyage dans l'espace. Et je sais plus où j'ai vu ça. Il y a un documentaire qui traite plus ou moins de ce qui a inspiré le film, de comment ils se sont penchés sur ces théories. Et ça marche très très bien. Alors encore une fois, je pense que c'est un film qui t'invite à le regarder une deuxième fois. Je sais pas ce que tu en as pensé. Un petit peu comme Inception, qui est un de ses films précédents. C'est vraiment une Tu- invitation à venir le voir C'est une deuxième fois. ouais, c'est intéressant les films en fait qui nécessitent deux visions parce Oui, que comme tu as déjà vu le film une fois, donc tu es pas pris forcément par l'intrigue, oui, tu vas rentrer beaucoup plus dans les détails. oui. Et ça, Il y c'est en a pas vraiment des beaucoup, films hein. qui sont riches. Non, il n'y en a pas beaucoup parce qu'en principe, quand tu connais la fin, tu n'as plus envie Oui. forcément de revoir le film. Je, je sais que c'est pas Et, forcément quelque chose que toi que tu connais très bien. Ça a coupé. Ça a coupé. ouais, Tu c'est bon, m'entends? on va reprendre. Ouais, ouais, je t'entends. Tu m'entends? Ouais, Oui, autant pour moi. Le réalisateur Hayao Miyazaki des productions Ghibli, Le Château dans le ciel, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, lui, c'est vraiment sa façon de concevoir une écriture, de réinviter le téléspectateur. Il y a aussi la série Lost. Je crois que la série Lost en non, 2007, je ne sais pas si tu oui, te souviens, je ne sais oui, pas oui, si oui, tu as oui, tout vu, à fait. Très c'est intéressante. Ouais. c'est la série qui va inviter et faire comprendre aux téléspectateurs qu'une œuvre peut être vue 2, 3, 4, 5 fois. Et je me souviens de la saison 2, un épisode qui s'appelle Orientation. Je ne sais pas si ça te parle, où tu as, tu sais, le chauve John Locke qui découvre une bobine Ouais, John et, Locke. et qui la montre à Monsieur Echo, Mister Echo. Et la bobine se termine et John Locke regarde Mister Echo et lui dit, je pense qu'il va falloir qu'on le regarde une deuxième fois pour mieux comprendre. Et là, tu as les comédiens qui s'adressent aux téléspectateurs. Donc, et Ouais. Nolan est assez friand de ce genre de choses, en tout cas. C'est des films qui restent après néanmoins controversés parce qu'il y a des fins qui sont voilà qui ont plusieurs possibilités d'interprétation. Oui, tout à fait. Je sais qu'il avait été assez critiqué concernant la véracité en fait dans les faits. Tu vois cette courbure de l'espace-temps. Alors est-ce qu'on peut poursuivre la conversation qu'on avait Bien sûr. terminée pour l'épisode 3 concernant ces déplacements? Quel point quels points sont importants pour toi dans ce film? Quels sont les points importants? Alors, hors, bien évidemment, toute la partie narrative entre les personnages qui nous intéresse moins dans le cadre de notre live, mais je dirais qu'il y a cette notion hors du temps, de ce temps que l'on a imaginé, que l'on a créé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jours, hein, les jours du calendrier de la semaine, les heures, ce sont des données qui ont été conçues afin de pouvoir nous situer en fait dans notre présent. Dans le temps, dans notre Exactement, présent. exactement. Ouais. Si on regarde ça d'un œil un petit peu différent, d'un œil, je dirais, plutôt placé d'un point de vue des sciences quantiques, qui ne sont pas des sciences alternatives, qui sont des sciences absolument dures, dans laquelle de nombreuses universités, chercheurs hors pair travaillent et consacrent globalement toute leur vie.
la notion de temps est toute somme relative. On n'est pas convaincu et il y a une grande probabilité que le temps n'existe pas, ou du moins comment nous le percevons et comment nous l'imaginons. Et Interstellar amène cette notion à travers le voyage dans l'espace, parce que chaque endroit dans l'espace est tellement éloigné, nous paraît tellement improbable. Et j'entends souvent des scientifiques, on va dire plus traditionnels, ou soit très sceptiques ou avec un esprit zététique, nous dire qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière n'est pas la lumière. On peut pas aller plus vite que cela. Oui, au regard des connaissances que nous avons aujourd'hui, et encore, de nombreux scientifiques, encore dans les domaines des sciences quantiques, ne seront pas tout à fait alignés en termes de pensée, en termes de méthodologie, en termes de travail et d'analyse vis-à-vis de cette science que nous avons appris, toi comme moi, à l'école. Parce qu'on n'a pas la portée, tu imagines bien qu'à 13-14 ans, quand on te parle des premières mathématiques, on ne peut pas t'enseigner ce genre de mathématiques, elles sont trop complexes. C'est très ancré en fait dans notre être, en fait, cette compréhension du temps. Et quelquefois, on a du mal à concevoir, à concevoir ce type de possibilité dans nos esprits, en fait. C'est tellement aberrant qu'on a du mal à le concevoir, en fait. Il y a quelque chose de terre à terre, hein, que je dis, que je partage de temps en temps lors de mes rencontres ou conférences, qui donne une idée tout de suite de pourquoi nous percevons les choses totalement différentes que toi comme moi et les autres. Là, je parle vraiment de matière. La lumière qui se réfracte dans notre œil ne se réfracte pas de la même façon chez tous les individus. Et donc, du coup, ce que toi, tu vas voir comme un jaune, moi, je ne le verrai pas tout à fait comme un jaune. Et regarde la conversation que tu peux avoir avec ton coiffeur. Bon, moi, je te dis ça parce que j'ai trempé un petit peu dans ce milieu, donc je connais un petit peu tout le principe de colorimétrie et ce genre de choses. Okay. Et quand tu dis à ta coiffeuse, ben voilà, j'aimerais avoir ce blond-là ou ce truc-là, elle le voit pas la même chose. Ah, d'accord, tu te teins en blond alors. C'est une première alors, d'accord. C'est un adepte de la coiffure, je ne sais pas. Mais vas-y, je te laisse continuer. Cet exemple est très intéressant, mon ami. On a tous une jeunesse et de temps en temps, tu sais, le truc un peu surfeur de l'été. C'est ça, d'accord. La décoloration, là, le balayage. Le balayage. Ça aussi quand j'étais jeune, voilà. Exact. Mais bon, donc voilà, on n'a pas la même notion par rapport à ce qu'on voit, en fait. Exactement, on ne l'aperçoit pas de la même façon. La lumière se réfracte tellement de façons différentes. Et donc, du coup, ne serait-ce qu'avec ce tout petit détail de la notion de couleur, si on imagine comment toi, par exemple, Gilles, comment toi tu interprètes les informations aujourd'hui, on va prendre le cas du professeur Montagnier, tu les interprètes à ta façon parce que tu as tout un ensemble de rouages, tout un ensemble de choses que tu as appris, et qui te font ce que tu es. Et donc, du coup, tu vas interpréter, connecter à ta façon. Mais chaque personne connecte à sa façon. Alors, c'est là toute la difficulté, c'est toute la merveille du monde dans lequel on est, dans le sens où il semblerait qu'il y ait une infinité de possibilités, mais de se mettre d'accord sur des éléments est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement difficile. Parce qu'en fait, on va rester sur du factuel. Bon, tu cites apparemment Luc Montagnier. Bon, il aurait démontré donc que c'est pas un virus en fait qui est naturel. La main de l'homme, si tu veux, a accentué ce côté de la mutation. Et par rapport au voyage donc dans l'hyperespace comme ça, il y a des recherches mathématiques en fait. Ce sont des faits en fait. C'est la mathématique. Bien sûr, comme je vous ai nommé la dernière fois, je vous invite à vous pencher sur les travaux de Philippe Guimand, sur les travaux de Jean-Pierre Petit, ceux de Stephen Hawking qui sont absolument fantastiques. Et tous ces gens-là ne réfutent pas le voyage dans le temps, ne réfutent pas la possibilité d'aller plus vite ou différemment que la vitesse de la lumière. Je dis bien différemment. Même Albert Einstein n'est pas fermé à découvrir une autre possibilité que celle que l'on connaît. Les lois des sciences que nous avons et que nous appliquons sont faites en fonction de ce que nous avons pu démontrer. Mais ce qui est démontré aujourd'hui peut être mis en branle avec une autre information, avec une autre découverte demain. Je comprends très bien que des scientifiques ne veulent pas se mettre en danger. Je l'entends, parce qu'ils ont des fonds universitaires, parce qu'ils ont une obligeance de résultats. Je peux le concevoir. Mais
c'est, à mon avis, oublier que le plus grand scientifique est avant tout le plus grand explorateur. Et c'est ce que fait Christopher Nolan avec ses personnages en montrant que la science, c'est l'exploration de l'inconnu face au danger. Exactement. L'image est très belle, elle est très forte. Et à un moment donné, dans ce film, il y a quand même une connotation spirituelle. Pas uniquement voilà, de la physique. À un moment donné, donc, bon, on va pas, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on ne va pas dévoiler l'histoire. Mais à un moment donné, il y a une présence en fait, du père auprès de sa fille, mais il n'est pas là. C'est quelque chose qui est dans les molécules, voilà, dans les traces du temps. C'est assez étrange. Tu vois le passage dont je parle? Tout à fait, bien sûr. La poussière, là. Ouais. Je vais faire je vais vous partager quelque chose. Pendant quelques années, une dizaine d'années, j'ai la possibilité de faire de nombreux documentaires pour Canal. C'est un petit peu comme ça que les gens m'ont connu, entre guillemets, par ces travaux-là. Et ces travaux-là étaient essentiellement basés sur la question de la présence, de l'existence, on va dire fondée ou pas, des légendes dans les châteaux hantés, abbayes hantées, lieux hantés de France, puis un petit peu d'Europe. Et lors de nos enquêtes, en fait, pour schématiser ça, on remonte, on a différents types d'enquêtes. Il y a une enquête auprès des témoins, il y a une enquête historique, et puis après, il y a l'enquête, entre guillemets, la confrontation aux phénomènes étranges, dans laquelle on y passe une partie de la journée, une partie de la nuit, et on fait tout un ensemble de mesures de variation. C'est si ces entités, que les gens appellent fantômes, et ça fait écho à Interstellar, une partie du film, plutôt tirée vers la fin, fait écho à ça. On a des milliers de témoignages de gens qui entendent des sons, des voix, qui ressentent certaines choses, des baisses de température ou des hausses de température. Si ces entités existent, elles influencent forcément environnement, ouais. Notre environnement. Au niveau électrique même, il peut y avoir des... Exactement, sur les champs électromagnétiques. C'est pour ça que souvent des gens te disent, par exemple, j'ai ressenti un froid. Parce que si ces entités peuvent se manifester, je dis bien au conditionnel, on n'a pas de preuves irréfutables, on a des pistes de réflexion qui nous amènent, tu verras, à des hypothèses intéressantes. Et si elles veulent se matérialiser, tout du moins interagir, il semblerait qu'il y ait une consommation électrique, énergétique, tout est à définir, et qu'en consommant cette énergie, en fait, elles font baisser les températures autour. Parce que consommation d'énergie fait baisser les températures. Donc, ce sont des observables qu'on a pu plus ou moins démontrer. Il y a encore tout un ensemble de zones d'ombre sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'est très, très complexe. Et au moment où l'entité, la chose se manifeste, les températures augmentent. Parce qu'en fait, c'est sa propre température. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens pensent qu'il n'y a que 3 états de matière. Le solide, le liquide et le gazeux. Et en fait, c'est faux. Il y en a un 4e qui est le plasma. Et nos hypothèses, c'est que ces entités pourraient être, du moins dans cet état de matière, entre guillemets. De plasma, ce plasma, c'est imperceptible, c'est pas physique le plasma. Tu peux pas. Alors, oui et non, parce que pour te donner une idée, le bas de ton briquet, c'est du plasma. Le bas de la flamme, c'est du plasma. Okay. Donc, c'est matérialisable. Donc là, c'est vraiment la théorie sur laquelle on a travaillé pendant presque 8 ou 10 ans, avec des scientifiques, des professionnels, des ingénieurs, beaucoup de débats ouverts, il n'y a pas de réponse. Mais moi, je crois que ce n'est pas forcément ça la réponse. Je crois qu'il faut aller chercher ailleurs, et c'est ce que met Interstellar un petit peu en image. Imagine, partons du principe que le monde dans lequel nous sommes est un gigantesque millefeuille à l'infini de vie. Et que chacune de ces couches, pendant certains instants, parce qu'il ne faut pas les voir droites ces couches, il faut les voir osciller comme ça, se recroisent. C'est-à-dire que les mondes se recroisent et que les perceptions, les choses que l'on entend, de prime abord, on pense qu'elles ont lieu dans notre monde, mais en fait, on percevrait quelque chose d'un autre monde, qui ne serait pas forcément la mort, qui ne serait pas forcément la vie, qui serait une autre dimension. Ce qu'il faut se comprendre, c'est que quand on meurt, l'une des probabilités, c'est que ce qui nous habite s'en va sur ces autres plans.
Il y a beaucoup de scientifiques. Philippe Guimand, que je vous invite à lire, apporte des travaux fascinants là-dessus. Jean-Pierre Petit aussi, et d'autres, sur ces possibilités infinies. La seule chose que, encore une fois, Gilles, on est sûr de rien, mais on n'a pas le droit de s'interdire de rester cloué à un dogme en disant que quand on meurt, il n'y a plus rien, et qu'on laisse ça dans le domaine de la foi. Et foi n'est pas spiritualité, encore une fois. Et là, tu parles donc de présence qu'on pourrait ressentir, ou voilà, tout ce qui est les présences qu'on définit comme des présences hantées, voilà. Donc, oui. Et le monde de l'ufologie, est-ce que ça se rejoint? Tu vois, ces présences, parce que tu as enquêté aussi dans la mort imminente, dans ce qu'on ressent quand justement on quitte son corps. Alors, moi, je ne suis pas anesthésiste, hein. Je n'ai pas enquêté moi directement. J'ai eu la possibilité de rencontrer de nombreux témoins. Donc voilà, des gens qui j'ai échangé. Est-ce que ces trois choses-là, si tu veux, ces sorties de corps, donc ces témoignages de mort imminente, oui. La partie entre guillemets des fantômes pour vulgariser, et puis l'ufologie, est-ce que tout ça c'est un grand tout ou ce sont des phénomènes séparés? Alors, je vais être honnête, hein, je vais être extrêmement humble dans tout ça. Puis après, je pense que je répondrai à Jason qui nous pose la question sur le fameux vortex. Et je vais vous raconter cette histoire parce que c'est intéressant. Et au départ, j'ai appris, j'ai étudié ces domaines-là comme un tout. Et petit à petit, à force de rencontrer des professionnels de ces domaines-là, je me suis rendu compte que les gens souhaitaient, encore une fois, malheureusement, que tout soit dans des cases compartimentées. C'est-à-dire que la cryptozoologie, donc c'est la science des animaux disparus ou n'ayant pas existé, bref, le Loch Ness, Bigfoot et compagnie, le paranormal dit traditionnel avec, entre guillemets, la chasse aux fantômes, les enquêtes paranormales dans une famille, dans une autre, les NDE, les expériences de mort imminente, dans une autre, l'ufologie, dans une autre. Bref, et comme ça, des caisses qui s'entassent sans jamais se relier. Alors, je te coupe parce qu'en fait, j'ai une idée en fait d'une université, un peu comme l'école, tu vois, d'Harry Potter, en fait, où il y aurait toutes ces spécialités là, tu vois, l'université donc du paranormal, ce serait très intéressant. Donc, ce serait génial. Voilà. Ce serait génial. Aux États-Unis, il y a ce genre de choses. Par exemple, si vous êtes suisse, bonjour à nos amis suisses. Vous allez à Lausanne, vous allez au musée de Lausanne, et dans le musée de Lausanne, il y a un département cryptozoologie qui a été dédié à un scientifique, Bernard Holzmann, qui a travaillé de nombreuses années sur la crypto. Donc, en fait, on a des musées et des universités qui ont quand même des domaines, mais qui ont absolument zéro budget. Et donc, du coup, zéro budget, zéro publication, zéro travaux, peu de recherche, pas de déplacement, et donc pas d'argent. Pas d'argent. Encore une fois, pas de thunes. Qu'on le veuille ou non, c'est le nerf de la guerre. Et malheureusement, ces domaines-là, je pense que ça va changer. J'en suis convaincu. Parce qu'il suffit qu'un seul de ces domaines gagne en crédibilité. C'est ce que tout change. Ouais, c'est ce qu'on est en train de voir avec l'ufologie, avec la déclaration donc d'Alain Juillet. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le docu. Apparemment, il est passé ce mardi à Planète, c'est ça? Voilà, je pense qu'il sera en rediffusion également. Oui, ils vont le rediffuser. Il est en VOD d'ailleurs sur tu peux rappeler le titre? Oui, c'est OVNI. Oh purée. C'est pas grave si ça te revient pas. Ça me revient pas, mais non, ça me rassure en fait. Moi, je compte sur toi pour la mémoire. Tu sais que moi, elle est complètement fuckée. Donc voilà, mais bon, si toi c'est pareil, on est mal barré. Non, mais des fois, je suis capable de souvenir de très ultra important, très très important, mais des fois les petites choses un peu, je suis pas super. Voilà. Bon. OVNI affaire d'État. Merci. Si là il y avait Dominique, qui est le réalisateur, que je salue, il me dit Nico, putain, c'est pas cool quand même. J'ai passé 6 mois de ma vie à faire le truc, t'oublies le titre. Bon. Bref, en tout cas, il est disponible sur MyCanal. Je vous invite à le revoir. Et il y a eu un article qui est sorti mardi sur le Washington Post. C'est des militaires qui disent UFO do exist and people who are skeptical must adjust. Okay. Donc, on est dans ce truc-là où aujourd'hui, peu importe que vous y croyez ou pas, peu importe, ils sont vrais.
Mais ça, ce sont des données, en fait. Ce sont des données qui ont été mesurées avec voilà, des photos de ces chasseurs US, etc. Bon, voilà, il y a des phénomènes étranges. Mais on s'éloigne un peu de la partie, entre guillemets, un petit peu plus spirituelle, ou ces mondes parallèles. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la grande question, c'est qu'on ne sait pas comment ces engins se déplacent, en fait. On a des hypothèses et Luis Elizondo, celui qui a révélé ces travaux, explique que c'est de l'antigravité et que cette antigravité permet une distorsion du temps parce que les carlingues de ces objets seraient équipés d'une technologie dont ils ont démontré certains morceaux, ce qu'ils appellent les métamatériaux, qui sont, je vous invite à aller voir, notamment sur mes vidéos, je décrypte ce que sont les métamatériaux, comment ils fonctionnent, ce principe d'onde, et interfèrent une équation mathématique sur le voyage dans l'espace. Et le docteur Alputov l'explique très très bien. Alors, encore une fois, c'est au tout début de tout ça. Mais si on se rattache, parce que tu avais envie qu'on en parle et il faut en parler, de cette question spirituelle. Hein. Je sais que les gens sont rattachés au matériel et ils veulent du vrai, je le conçois. Mais il faut aller plus loin. C'est que ces objets, venant d'ailleurs, nous ramènent à tous ces récits antiques. Tous ces récits qu'on retrouve dans le Mahabharata, le livre des Indes, les documents Takenouchi, l'Ancien Testament, et nous ramène à une certaine forme de spiritualité qui est, à mon sens, la spiritualité dite traditionnelle, celle qu'on avait depuis le néolithique et qui s'est transformée avec l'arrivée des religions dites traditionnelles entre le 1er et le 3e siècle jusqu'au 7e pour l'islam. Mais globalement, avant, on a un rapport direct avec d'autres dimensions à travers l'espace, littéralement l'espace, c'est-à-dire que les Indiens d'Amérique sont connectés à un ailleurs à travers l'espace, les Égyptiens aussi. Ouais. Est-ce que justement par rapport, tu vois, au chamanisme, en fait, cette possibilité de se connecter à d'autres mondes avec une ouverture, si tu veux, cérébrale et qui serait due à des drogues? Ouais. Ça aussi, ça peut être, c'est une piste qui est. Bien sûr. Donc en fait, tu t'es rendu compte que tout ça, hein. tu t'es rendu compte que tout ça en fait formait un grand tout. Qu'on peut appeler phénomène, je dirais, paranormaux, c'est ça? Oui, ce qui n'est pas dans la normalité. Dès qu'on parle de paranormal, on se prend plein de trolls. Hein. Bon, là, un petit peu, c'est la tendance en plus. Hein. En plus, avec la fracture, là, les pro-confinement, anti-confinement, pro-Covid, la pandémie, pandémie, voilà. Mais tu vois, voilà, il y a aujourd'hui une espèce d'un petit peu d'hystérie, je dirais, autour de certaines choses. Et le paranormal, quand même, n'y échappe pas. Toi, je pense que tu as dû faire aussi, tu as dû en faire les frais aussi dès que tu. Bien sûr, paranormal, c'est pas des histoires, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui tend la main. J'ai eu la possibilité d'échanger avec des scientifiques connus dans tel ou tel domaine. Mais il existe effectivement une chasse gardée de gens sur Internet très influents. J'en citerai qu'un seul, je ne citerai pas toute la clique, mais je pense notamment à Tronchambier, par exemple, qui sont des gens qui ont une vision très claire, très carrée, très précise, très zététicienne de tout. La vaccination, le paranormal, tout ce qui sort de la normalité. Et ces gens-là sont une chasse gardée de la bien-pensance. Ils sont très influents sur Internet, un petit peu en dehors, moins en dehors. Et effectivement, au moment où tu n'as pas un dialogue, on va dire consensuel, bien évidemment, qui va dans leur sens, voilà, oui. cette fameuse pensée unique où dès que tu dérives un petit peu, tu prends les chaînes de garde, quoi. Exactement, et c'est leur job. Encore une fois, c'est leur job. S'ils font ça, pour certains, c'est par conviction. Mais ceux-là n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais ceux qui ont du pouvoir, c'est parce que c'est leur job. Ils sont soutenus. Ils ne sont pas seuls. Encore une fois, ils sont soutenus par des groupes influents, des ministères, des cabinets. On sait que la zététique au Canada a été soutenue par le gouvernement canadien. Donc, bon, encore une fois, c'est la guerre. C'est la guerre de l'information.
autant je trouve ridicule les métaphores de notre président autour de la guerre de façon générale, mais par contre, on est dans la guerre de l'information, oui, ça c'est clair. Ah oui, il n'a pas précisé sur quel type de guerre, en fait. Nous sommes réellement dans une guerre aujourd'hui, une guerre mondiale. Hein. Ah oui, Pas oui. une guerre, je dirais, de pays contre pays. C'est autre chose. C'est un état profond aujourd'hui, ce mondialisme qui veut s'emparer en fait de l'ensemble de l'économie. Toute la complexité, c'est effectivement de garder une part de spiritualité, parce que je crois que c'est la spiritualité qui peut nous amener à trouver un autre chemin, plus apaisé, déconnecté de ce qui est là. Cela étant dit, d'être trop déconnecté, eh bien, tu te fais abuser. Je crois que la situation à laquelle on est aujourd'hui, au début, tout le monde était pour le confinement, puis maintenant on se rend compte que c'est un peu étrange et on va découvrir, moi je vais te dire quelque chose, au mois de septembre de l'année dernière, la Fed américaine est déclarée en faillite et ils vont injecter plusieurs dizaines de milliards de dollars tous les jours. Moi, ma conviction, c'est que ce qui nous arrive aujourd'hui est une résultante de ce qui s'est produit il y a déjà 8 mois et qu'au final, cette pandémie, elle ne date pas de janvier, elle date plutôt de novembre. Le virus serait probablement serait mis en place en novembre. Donc, je crois que encore une fois, le pouvoir mis en place n'a jamais été aussi solide que dans la situation dans laquelle on est. Les gens qui nous dirigent sont extrêmement compétents. Et encore, oubliez les présidents. Oubliez les présidents, ça n'a rien à voir. Les présidents, c'est des pauvres intérimaires. Et toute cette en fait, révélation au niveau des ovnis aujourd'hui, bon, ça part un petit peu de l'Europe, je pense. Et je pense que ce documentaire, on va voir s'il y a une répercussion dans les médias, mais je trouve que c'est pas une information. Bon, c'est vrai que ça tombe un petit peu mal pendant cette période de pandémie. C'est pas en fait une information qui est vraiment mise en avant, je trouve. Non. Tu vois, il y a des livres remarquables que tu nous as conseillés et qu'on a réussi à trouver, parce qu'apparemment il y en a plus. Hein. C'est celui de Jean-Claude Bourré et Jean-Pierre Petit, OVNI, l'extraordinaire découverte. Ouais. Donc on l'a trouvé en occasion avec Valérie. Et alors à la fin, alors alors, il y a plein de schémas et des trucs, tu vois. Il y a plein de schémas et à la fin en fait, il nous explique comment monter cette petite caméra, ce capteur en fait ce capteur d'image d'OVNI. Donc voilà. Alors ça, c'est un bouquin avec quand même un scientifique, voilà, qui fait du panier, Jean-Pierre Petit et Jean-Claude Bourré, bon voilà, un grand passionné de l'ufologie. Donc je trouve pas que ce type de livre, hormis nos amis chez BTLV TV, bon, qui sont spécialisés dans ce domaine-là du paranormal depuis des années, voilà, ça reste en fait dans du domaine du confidentiel. C'est du confidentiel, c'est une thématique, Gilles. C'est-à-dire que quand on dit que c'est une thématique pour la presse, c'est une thématique, c'est-à-dire qu'on sort le chapeau OVNI quand on voit les frangins Bogdanov et Jean-Claude, et quand c'est Halloween, on va parler de la question de la vie après la mort, tournée ridiculeusement, comme d'habitude. C'est une thématique pour faire de l'audience à des moments très précis, parce que elle est là la problématique. Moi, je me suis pris la tête avec des directeurs de chaîne des dizaines et des dizaines de fois. Les audiences sur ces thématiques sont énormes. C'est-à-dire que les gens sont intéressés. Quand il y a un documentaire comme celui de Dominique Filol là, sur les ovnis, si un jour il est diffusé sur C8 à 20h30, ça fait un carton. Ça cartonnera et il y aura des papiers. Mais le problème, il est tout autre. C'est que les gens qui dirigent ces chaînes n'arrivent pas à assumer ce sujet-là. En fait, eux, vu qu'ils vont être pris un peu pour des zinzins par leur grand patron, tu dis, mais attends, tu t'intéresses pas à ça quand même. C'est juste incroyable. Un jour, on est en train de réfléchir pour donner la parole à certaines personnes qu'on n'a jamais entendues, je pense notamment au directeur de chaîne de Planète, qui est un ami. Il faut écouter ce qu'il te raconte quand il parle de ces sujets-là à une table ronde avec différentes personnes du groupe. C'est très difficile. C'est très difficile d'aborder ces sujets-là parce que les gens ont une appréhension, une idée reçue, pensent savoir si c'est vrai, si c'est du faux et tout ça. Et en fait, les gens ne sont pas vierges. Et elle est là la problématique. Quelqu'un d'extrêmement croyant, peu importe la religion,
Et demain, tu lui dis, ben oui, mais regarde, ils sont là, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là. Ces gens-là vont être en difficulté. Regarde avec le Covid, comment les gens n'arrivent pas à gérer le confinement. C'est au-delà de la question pour ou contre le confinement. Les gens ont du mal, mais il faut que j'aille dehors. Mais comment est-ce possible? On n'a jamais eu autant de livres pour s'instruire. On n'a jamais eu autant d'outils pour pouvoir apprendre. Des tutos sur Internet, dans le domaine des arts, dans le domaine de la littérature. C'est pléthore. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, si vous avez un jardin, vous pouvez y rajouter tous les bienfaits de faire un jardin, un potager et tout ça. Donc, j'ai l'impression que les gens aiment la prison, quelque part. Cette société dans laquelle nous sommes est une prison dorée, et que là, pour la première fois, on leur dit, vous n'êtes pas obligé d'y aller dans cette prison, mais ils ont hâte d'y retourner. Alors, je suis un petit peu… c'est symptomatique de la société moderne. Hein. Voilà, c'est la société du spectacle. Voilà, on préfère se distraire plutôt que s'instruire. Tu vois, et donc, il y a pas mal de réalisateurs qui ont pris justement l'option de faire de la fiction pour faire passer certains messages. J'en suis intimement persuadé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Toi, tu as pris le chemin de l'écriture avec un roman. Est-ce qu'on peut enchaîner sur le roman? Est-ce qu'on peut enchaîner dessus, donc les Décisions du paradis? Oui. Donc, tu dis que c'est Supernatural Trailer. Trailer supernaturel, voilà, c'est ça. Donc, ça mélange plein de choses. Parle-moi un petit peu de ton roman, parce que là, après, dans la fiction, c'est un petit peu plus facile de plonger dans une histoire. Et très souvent, où on a vu récemment, c'est vraiment le cas, lorsqu'une certaine personne, on va dire des choses extraordinaires, comme étant la vérité, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est tellement dur à concevoir qu'on est un petit peu réfractaire. Hein. Dès que c'est un film, c'est un petit peu plus facile parce c'est un film. C'est un film. Et toi, donc, tu racontes une histoire, voilà. Toi, tu racontes une histoire. En plus, tu as mis beaucoup de toi dans ce livre par rapport à ton chien, par exemple. Tout à fait. Mon petit bulldog Yannick, qui est décédé il y a quelques années maintenant, quand tu es confronté au décès d'un animal, alors je n'ai pas vécu dans la vie le décès d'un humain, tu vois, je touche du bois, ça viendra, c'est des choses normales de la vie, malheureusement. Mais quand tu es confronté pour la première fois à la séparation, notre chien était malade, il avait une sténose pulmonaire. Donc du coup, sa condition de vie était déjà largement entamée. On lui donnait 2 fois moins d'existence de vie. Donc un chien fragile, il était vraiment mignon. Vraiment mignon. Il était adorable. C'était vraiment un chien adorable. Vraiment mignon, quoi. C'est pas facile à vivre parce que tu avais la peur de la tension que tu lui donnes. Beaucoup mon épouse. Et puis un jour, en pleine nuit, à ses 2 ans, eh bien, il fait une crise. Et dans cette crise, il se bloque le dos et il ne survivra pas à l'anesthésie. Moi, je suis très, très, très peiné. C'est difficile. Comme tu dis, c'est terrible. Mes chiens, c'est tout. Alors, les années passant, tu relativises, bien évidemment, parce qu'il faut, si tu veux aller de l'avant, tu peux pas rester noir. Bien sûr. Mais dès que tu adoptes en fait un animal ou que tu as un animal comme compagnon, il faut s'habituer, il faut se préparer plutôt. Tu vois, au départ, et c'est toujours des passages qui sont très compliqués. Même avec le temps. Mais bon, si tu peux pas supporter ça. Il ne faut pas avoir un animal de compagnie. Non, c'est clair. Et moi, je sais que c'est difficile. Là, moi, j'ai mon autre chienne qui arrive au bout. Elle est difficile à vivre parce que elle a un cancer depuis 5 ans. Alors, elle est en pleine, elle a pas mal, mais incontinence, elle a du mal à marcher. Et puis, le côté très égoïste de ne pas vouloir la laisser partir. Tu te dis, bon, elle a pas mal, elle est encore avec nous. Puis, bref, c'est des sujets terribles et douloureux. Préparation aussi à l'euthanasie, ce sera un sujet qu'on va c'est terrible. Je l'ai vécu avec le dog allemand de mon frère. Une expérience abominable, terrible. Donc, Annie, c'est un des personnages. C'est un des personnages, tout à fait. Donc, il est accompagné on l'imagine bien, en fait.
avec un petit garçon. Exactement, avec un petit garçon qui s'appelle Yann, qui est atteint du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme, et qui, bien évidemment, tous mes personnages dans tout le roman sont inspirés de gens que j'ai rencontrés, de choses que j'ai rencontrées, que j'ai faites. Et bien évidemment, ils sont fictifs, leur nom, leur allure, mais en fait, leur âme, ce qui en fait ces personnages. Et c'est vrai que j'ai eu de très très bons retours sur la construction narrative des personnages. Parce que ce sont pas des gens que j'ai réellement inventés au final. J'ai puisé dans mes rencontres, dans les travaux que j'ai faits. Et ce petit duo de ce garçon avec ce chien qui communique par la télépathie, qui est un domaine assez fascinant dans la communication avec les animaux. Et ils ont une partie de cette histoire. Et eux sont confrontés dans les grandes lignes. Je ne vais pas raconter tout le livre, mais dans les grandes lignes. Fais-nous le pitch, donne-nous envie de le lire quand même. Dans les grandes lignes, ils vont vivre une aventure hors du temps, hors du monde dans lequel nous sommes. Ils ne savent pas exactement où ils sont. Et tout au long du récit, ils vont découvrir qui ils sont réellement, pourquoi il leur arrive toutes ces aventures. Et puis, ils sont séparés et puis remis ensemble. C'est vraiment une belle histoire d'amitié, même d'amour entre ces deux personnages, avec des moments très sombres, avec les parents de Yann. Il va leur arriver un drame, avec tout un processus, avec une enquête policière au milieu, qui nous amène à d'autres personnages, qui est Tim Northman, qui est donc le père du garçon, qui est un flic qui a travaillé dans les départements des plus grands tueurs en série américains aux États-Unis. Avec toute une enquête un peu sombre sur des enlèvements d'enfants. Et tout le principe de ces 3 livres, parce qu'il y aura un deuxième en fin d'année, puis un troisième après, c'est un combat entre le bien et le mal, en fait, entre nous-mêmes, au final, ce bien et ce mal qu'il y a entre nous. Est-ce qu'il y a une zone grise? Et le livre jongle avec ça, jongle avec aussi la perception du monde que l'on a. Et moi, j'adore, en tout cas, je m'amuse beaucoup à dépeindre. J'utilise vraiment le mot dépeindre, un peu comme un peintre, les paysages, les décors. Pour tous les amoureux de la nature, tout le livre est un hommage à la nature. Tu as un talent au niveau de la description, des paysages, surtout on plonge en fait dans le roman. Tu détailles bien en fait ces voyages. C'est assez onirique. Je vois assez bien des images. Je vois c'est très cinématographique aussi, hein, puisque c'est ta culture aussi. Les dialogues sont bien faits. Donc là, tu prévois donc la suite. Oui, tout à fait. Qui va sortir d'ici la fin de l'année. Ouais. Oui. Nicolas, je saute du coq à l'âne, mais tout à l'heure, tu as parlé de Vortex. Je sais pas pour ça me fait passer Vortex, ça me fait passer, tu vois, un truc là. Ouais. Je me dis, tiens, on n'a pas parlé du Vortex. Alors, le Vortex. Tu as découvert Vortex? Qu'est-ce que c'est ce machin là? Extraordinaire. C'est l'une de nos plus belles expériences d'enquête quand on faisait les documentaires. Au château de Bonaguil, donc c'est dans le sud-ouest de la France, château qui a une réputation d'être un lieu hanté par Marguerite de Funel, donc qui est une personne qui est décédée. On se rendra compte que l'histoire est très romancée, qu'il y a une certaine forme de réalité, mais bon, elle a été déformée. Et puis, le deuxième soir de cette enquête, on va se retrouver au dernier étage de ce château qui ne possède plus de toit. Et on est 4 membres de notre équipe d'enquêteurs, plus 2 cadreurs, le réalisateur et un preneur de son. Et on va enregistrer pendant plus de 5 minutes comme si une porte s'ouvre au-dessus de nous, dans le ciel, et on va entendre des voix, des sons déformés, qui vont nous venir aux oreilles, hein, qui vont faire osciller notre matériel. Donc, grosse variation électromagnétique sur tous les appareils, enregistrement sonore sur toutes les caméras. Donc, les preneurs de son ont, eux, les perches directement, donc enregistrent avec des retours. Le réalisateur qui a son casque entend directement, et nous, on a aussi tout le matériel. Donc, on a une dizaine de matériels qui vont enregistrer ça. On a une sensibilité à ce moment-là de se dire qu'on est en contact avec quelque chose qui nous dépasse totalement. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. On assimilera ça à un vortex
parce que ça donne une image aux gens de ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire, Vortex, c'est une ouverture alors. Une ouverture. C'est une ouverture sur des bruits, c'est une présence, c'est un reportage qui est visible aujourd'hui encore sur, sur YouTube. Oui, okay. Vous allez sur YouTube, vous allez sur la chaîne Recherche Investigation Paranormale et vous allez découvrir toutes nos enquêtes. Alors, pas toutes, mais il doit y en avoir 27, 28, je crois, disponibles, qui font plus d'1 heure chacune, qui ont été des travaux collaboratifs entre Planète et nous. Et vous allez découvrir le patrimoine de France que je sais, toi et moi, on adore. Alors, là aussi, bon, moi je t'ai connu, tu étais à Los Angeles, donc avec Mariana, et puis quand vous êtes revenu, tu avais ce projet que tu as mis en œuvre, hein, de partir avec un petit camping-car sur les endroits, les châteaux, pas uniquement les châteaux hantés, mais les lieux. En fait, c'est quelque chose qui te manquait lorsque tu étais à Los Angeles, que tu disais, mais en France, on a un patrimoine juste hallucinant. Puis on a des histoires, Rennes le Château, on fait des trucs, on a des histoires juste géniales en France. Génial. On a. Ça fait rêver le Da Vinci Code. Da Vinci Code, c'est la France, hein, France-Italie, voilà. C'est le vieux monde européen, rempli d'histoire, de patrimoine magnifique. Et autant j'aime la France par ses murs, par son histoire, Napoléon, les rois, j'adore ce côté-là. Autant je n'aime pas le français. Désolé, mais j'ai du mal avec ce qui est devenu le français. Je trouve qu'il y a un désamour de tout ce patrimoine fabuleux. Et pour avoir sillonné les routes, pas que pendant 2 ans, parce que j'ai fait ça pendant 10 ans avec Canal, nous avons été confrontés à la réalité des campagnes. Les Parisiens, désolé, je ne vais pas me faire des amis, mais la principauté parisienne n'a aucune réalité de ce qu'est la France. Les Jacobins n'ont aucune réalité de ce qu'est la France. Et moi, je l'aime elle est magnifique. Les ruines abandonnées, les abbayes, les maillots. Ça, aux États-Unis, ça n'existe pas. Hein. C'est ce qu'aiment en fait les Américains, les Canadiens, les Québécois. Ils appellent ça la vieille Europe. Et c'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est la vieille Europe. Justement, il faut être fier. Moi, je pense que c'est pour eux, en fait, c'est comme s'ils étaient dans une crèche vivante, tu vois, parce que c'est ça. Au niveau de l'architecture, tellement différent, ces petites rues, les villages en Provence sont juste hallucinants. Moi, je l'aime en tout cas. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant aussi le Japon, qui a la même chose. Et qui a exactement la même chose. Je vais te raconter une histoire. Il y a 2 ans, on est allé dans la forêt Aokigahara-jukai, qui est la forêt la plus hantée du monde. C'est ce qu'on appelle la forêt des suicides. Les Japonais s'y retirent pour se donner la mort. Mais la question du suicide au Japon n'est pas la même que dans nos religions monothéistes. Au Japon, sauter la vie est un acte d'honneur. Dans notre religion monothéiste, c'est un affront à Dieu et donc du coup, tu n'as pas accès au paradis. C'est 2 choses différentes. C'est pour ça que les samouraïs, dans le Bushido, dans le code des samouraïs, sauter la vie, c'est quand tu n'as plus. C'est le dernier acte d'honneur que tu peux avoir face à qui tu es. Donc c'est vraiment. On en parlera peut-être un jour parce que ça. Ok, t'es allé dans cette forêt. C'est sympa. On y est allé avec toi. On a fait un live de quelques heures dans cette forêt pour la faire découvrir aux gens, découvrir le patrimoine. Et au milieu de cette forêt abandonnée, on a découvert les vestiges d'un vieux monde du Japon, qui est probablement l'ère Jomon. Et il y avait une vieille route pavée de pierre au milieu. Et je trouve que la France, c'est ça. La France, c'est à peu près la même chose. On a un vieux monde qui est en train de disparaître. Vraiment. Et pour l'avoir vu, je suis assez nostalgique. Je trouve ça, c'est tellement magnifique, les paysages français et les ruines de France. Pour quelle raison Planète a arrêté ton émission RIP? Parce qu'apparemment, donc il y avait de l'audience. Oui. À moins qu'il y ait vraiment un problème d'audience ou alors un manque je dirais, de nouveautés. Mais bon, il y avait tellement de choses à développer avec ce concept. Pourquoi la chaîne n'a pas continué? Il y a plusieurs raisons. Encore une fois, je ne suis pas dans tous les petits papiers de la chaîne. Je connais le directeur de la chaîne qui est un ami. On a des conversations très transparentes, mais il a des gens au-dessus de lui. C'est pas sa décision à lui, c'est des gens au-dessus de lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette émission RIP a été l'émission
hors programme Ghost Adventure, programme américain, qui a le mieux marché sur Planète, AEI. C'est-à-dire qu'on a eu les meilleures audiences sur les cases dans lesquelles nous étions diffusés. Et nous avons eu un poids si fort dans leur réseau social, leur Facebook, que les gens, de façon grande majorité, étaient des gens qui soutenaient le programme. Et donc, du coup, la crainte, à mon avis, c'est qu'il y a eu un moment donné où les gens au-dessus se sont dit, tiens, on est en train de perdre, nous, notre force, la maîtrise. C'est devenu peut-être trop important, alors. Peut-être trop connoté aussi par rapport à une certaine audience. Probablement. Et puis après, bon, il y a une histoire de budget. Puis il y a aussi une histoire que il y a la fusion avec Disney. Il y a AEI, Action Experiment, qui est une branche d'historique, va racheter une partie du groupe. Et donc, du coup, Planète No Limit devient Planète No Limit et AEI, Action et Experiment. Et donc, du coup, quand les Américains arrivent, ils se disent, tiens, un programme américain va vous coûter 1 500 € de l'heure pour une diffusion de 52 minutes. Le programme français, lui, il en coûte 55 000. Parce que c'est de la production, c'est de la production, et tandis que là, c'est juste du sous-titrage. C'est de l'achat. En fait. C'est ça, c'est de l'achat. C'est que du sous-titrage. C'est-à-dire que les Américains, aujourd'hui, sont en train de vampiriser toute notre production. Bien sûr. Nous, on a été confrontés à ça, bien évidemment. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de programmes. Sont plus. Regarde, les gens nous disent, RIP, c'est un peu chiant, quoi. C'est chiant parce qu'on est extrêmement attaché à des protocoles, on fait ça à la française, on fait ça bien. Je crois, en tout cas, au retour des gens, les gens pensent que c'est la meilleure émission sur la thématique. Quand on aime le côté sérieux, pour se divertir, c'est de loin pas la meilleure. Il y a des programmes qui sont plus divertissants, avec plein de trucs qui se passent et tout. Nous, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Mais c'est authentique. Tu peux pas avoir les deux, en fait. Voilà. Tu peux pas avoir ce côté distraction et puis authentique. Il faut un minimum de sérieux. Et vous n'avez pas eu envie, en fait, de la continuer avec une forme de crowdfunding ou baissant peut-être un peu les moyens et puis en diffusant essentiellement sur le net. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment un créneau porteur pour que ça soit viable sur des médias comme ça, en dehors des médias mainstream? Toute la difficulté, Gilles, c'est que l'émission que l'on avait beaucoup de travail, de recherche, de temps. Et donc ça coûte cher. Ça coûte cher. Et moi, j'ai toujours été transparent. Si demain, il y a des gens qui ont voulu qu'on fasse des crowdfunding, par exemple, je dis, écoutez, en dessous de 30 000 € le 52 minutes, c'est pas possible. Je peux pas monter la même équipe. Je peux pas monter parce que si on est arrivé à quelque chose comme ça, c'est parce qu'on avait le Réa qui s'y prêtait. On avait nos cadreurs. C'est des gens qui sont restés. C'était une famille. Et c'est des gens qui devenaient des enquêteurs en même temps que ceux qui sont devant la caméra. Et donc, du coup, on avait vraiment une symbiose parfaite parce que les gens ne savent pas vraiment, mais dans les tournages, en règle générale, les équipes changent beaucoup. Les cadreurs, les preneurs de son, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Nous, c'est une équipe. Nous, c'est beaucoup de vacataires dans. C'est ça. Les intérimaires, exactement. C'est les intermittents du spectacle et ça tourne tout le temps. Nous, c'était fixe. Ça coûtait un peu cher et encore cher. Je veux dire, quand tu as un programme à 55 000 € de 52 minutes en télévision, c'est pas très cher parce que quand tu regardes Arte, C8 et compagnie, on est dans d'autres sphères. On est dans des 200, 300 000, 400 000 €. Ouais. Donc, des on grosses n'était pas émissions, cher. Bien sûr. Des grosses émissions comme à l'époque Le Grand Journal sur Canal+, même Touche pas à mon poste, à mon avis, ça doit c'est bonbon aussi. C'est stratosphérique. Ouais. Donc voilà, c'est stratosphérique, mais malheureusement, donc on a les programmes que nous avons aujourd'hui ne sont pas des programmes instructifs, en tout cas. Écoute, mon ami, l'heure va arriver à son terme. Ça passe vite. Ça passe vite. J'espère qu'on vous aura donné envie de continuer à nous suivre parce que je pense qu'on est parti pour une petite série d'émissions avec Nicolas. Donc, si vous voulez voir donc le fameux Vortex, donc les voix, tu m'as donné envie. Je l'ai pas vu celui-là en fait. Hein. Okay. Il y a quelques fans qui te suivent, qui m'ont donné les programmes et les meilleurs épisodes à voir. Voilà. Donc tout ça est visible sur ta chaîne internet. Oui, sur la chaîne RIP, exactement. Vous trouverez toutes les émissions.
Et tu avais fait aussi des réunions avec tes fans aussi, où tu faisais des visites aussi de châteaux, tout ça, etc. Oui. Ça, c'est plus d'actualité? Alors, là, pour l'instant, je suis sur l'écriture. Donc, du coup, ça prend beaucoup de temps. Tu connais, hein, tu sais. Et là, j'ai 2 livres qui sortent cette année. Donc, voilà, c'est lourd. Mais encore une fois, je ne m'interdis pas de reprendre sous une autre forme, et notamment des conférences. Les conférences, on en a fait 8, 9. Elles ont toutes été remplies. Et ce sont des conférences qui durent 6 heures. On avait décidé d'avoir une journée en fait avec les gens. On prenait 40, 50 personnes et on passait la journée studieuse à parler de différentes choses pendant une journée de travail, qui est conférence et travail en même temps, et c'est que des très bons souvenirs. Voilà. Et je pense que des fois c'était la nuit aussi, parce que vous dormiez aussi sur place. Aussi. Puis il y a des petits malins qui se levaient en pleine nuit pour faire peur. Hein. J'ai eu des bruits de couloir. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais en tout cas, voilà, c'est des très belles expériences. Et puis, ça nous sort, en fait, de cette vie dans laquelle nous sommes, de se confronter directement à autre chose. Tout de suite, ça t'ouvre un champ de possibilités que moi, je trouve fascinant. Et c'est ce qui me donne, en tout cas, l'envie de continuer à essayer de comprendre. Ouais. Redonne-nous le nom de la chaîne, Nicolas. Alors, recherche, investigation paranormale sur YouTube. Vous allez la trouver. Sinon, vous tapez Nico, RIP, vous allez la trouver. Vous vous débrouillez par vos propres moyens. Exactement. Voilà. Merci, mon ami. C'était, comme d'habitude, toujours aussi agréable. Merci à toi, Gilles. C'est pareil. Je te souhaite une belle semaine. Ouais, et puis, voilà, on n'a pas trop abordé le sujet sociologie avec ce qui se passe aujourd'hui. On en parlera la semaine prochaine parce qu'il va se passer encore des choses. Il y aura encore d'autres révélations. Et puis après, on fera. Avec grand plaisir. On tirera, on fera le compte à la fin. Voilà. Carrément. Salut Nico. Salut à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci Prenez soin de vous. Soyez prévoyants. Salut.